Cela fait des années que tu t'entraînes. Tu sais que tu es prêt. Tu te tiens sur le seuil de la porte, tu respires profondément et tu l'ouvres courageusement. Tu sautes à l'extérieur de la Station spatiale internationale et dans l'immensité de l'espace. Ah, c'est toujours aussi excitant, dis-tu dans ton transmetteur. Tu te sens aussi léger qu'une plume dans l'espace, à l'exception de la combinaison, bien sûr. C'est vrai ce que ce type t'a dit un jour. Les combinaisons d'astronautes limitent les mouvements du corps d'au moins 20%. Pour toi, cela signifie que tu as 20% de chance en plus de faire une maladresse dans l'espace. Ce qui n'est pas une bonne chose. On n'a pas le droit à l'erreur quand on fait ce métier. Tu arrives enfin au poste d'amarrage. Tu regardes autour de toi et tu vois l'endroit de la station qui a besoin d'être réparé. C'est ici que les autres navettes s'amarrent lorsqu'elles arrivent plein de la Terre ou d'autres planètes. Il y a une semaine, une navette venant de Jupiter a mal calculé son arrivée et a cassé une partie du poste. Tu as attaché la pièce à remplacer à ta ceinture. Maintenant, il ne te reste plus qu'à la visser. Tu as passé des heures à t'entraîner sous l'eau. Tu as porté une combinaison lourde, chaude et inconfortable dans une piscine afin de connaître les mouvements exacts que tu dois faire ici. « Attention !» crie Sarah sur le transmetteur. Tu n'as même pas le temps de demander de quoi il s'agit. Une tempête de débris te prend au dépourvu à une vitesse absurde. Elle fait trembler tout ce qui t'entoure. Tu essayes de t'accrocher à ton câble de sécurité. Mais, oh non, un débris vient de heurter la visière de ton casque. « Bob, tout va bien ?» te demande Sarah via le transmetteur. L'impact t'a un peu secoué, mais tout semble normal. Les météorites ont enfin disparu. Tu peux donc te concentrer sur ta tâche. Tu tires vers toi le câble auquel est attachée la pièce à remplacer, mais il n'y a plus rien à l'autre bout. Non, plus rien du tout. Oh non, te dis-tu. Sarah, nous avons perdu une pièce. Je répète, nous avons perdu une pièce. La situation est assez grave et tu en es conscient. Tout ce qui tombe dans l'espace peut entrer en collision avec la Station spatiale internationale ou avec d'autres véhicules. Tu essaies de te souvenir de ton entraînement, mais ta tête est vide. C'est pire que la fois où tu as cassé le pot en céramique préféré de ta copine. Sarah, l'astronaute qui t'accompagne à bord de la station, crie sur le transmetteur. « Oh non Bob, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est une catastrophe, j'arrive. » Tu repères la pièce en question sous l'ISS. Elle fait la taille d'une portière de voiture de taille moyenne et se déplace assez rapidement. Voici ce qui peut se passer. La pièce peut redescendre vers la Terre et entrer dans l'atmosphère. Elle prendra alors probablement feu et se désintégrera en chemin. Mais même si c'est bien le cas, l'image de la NASA en souffrira et on te réprimandera. Il se peut aussi que la pièce perdue prenne un peu d'élan, se mette en orbite et vienne percuter l'ISS, et toi aussi par la même occasion, ou un satellite qui se trouverait sur la même orbite. Alors voilà, si tu pensais que l'espace était un vide infini, tu te trompais. Depuis que différents pays ont commencé à construire des équipements suffisamment solides pour voyager dans l'espace, l'endroit est très encombré. Les gens y sont peu nombreux, mais il y a des satellites, des astéroïdes et des débris spatiaux. Tu as été surpris d'apprendre un jour que la Terre reçoit des pluies de météorites quotidiennes. Mais elles sont si petites que personne à la surface de la planète ne les remarque. Elles se transforment généralement en cendres avant d'atteindre le sol. Mais ce n'est pas tout. Ce qui vient de t'arriver lors de cette mission s'est déjà produit lors de plusieurs autres missions. Les astronautes perdent sans cesse des objets dans l'espace, à tel point que la NASA a dû créer une division chargée de traquer et de surveiller l'orbite de tous ces débris qui flottent autour de la planète. Tu n'en reviendrais pas si l'on te disait qu'il y a plus de 23 000 débris de la taille d'une balle en orbite dans l'espace, et un demi-million d'objets plus petits. Alors que tu t'apprêtes à détacher ton câble et à t'aventurer dangereusement dans l'espace sans aucune protection, tu remarques que Sarah t'a devancé. Tu ne peux pas la laisser faire ça toute seule, alors tu décides de l'accompagner. Tu sais que ça va à l'encontre de tous les manuels de la NASA et de toutes les formations que tu as suivies. Mais tu te dis, si ça marche dans les films, ça doit marcher pour nous. Mais tu sais parfaitement que ça n'a aucun sens. Sarah est proche de la pièce débris, mais le poids de son corps la fait orbiter dans une toute autre direction. Ok, te dis-tu, c'est à ton tour de briller et d'être un héros. Tu essaies de bouger tes bras comme tu le ferais sous l'eau, mais il n'y a pas de frottement dans l'espace. Tu ne peux pas te mettre à nager pour aller chercher cette pièce d'équipement. Tu essaies de contacter Sarah, mais elle ne répond plus. Il va donc falloir que tu te débrouilles seul à présent.
Pour une raison ou pour une autre, tu commences à tourner sur la même orbite que la pièce perdue. C'est sans doute à cause de la quantité de choses que tu as attachées sur toi. Ou peut-être que c'est le burrito que tu as mangé ce matin. Tu as l'impression d'être George Clooney dans le film Gravity? Non, mieux encore, tu te sens comme Obi-Wan Kenobi. Oui, tu te sens aussi fort et puissant qu'un Jedi en ce moment. Tu gardes tes mains tendues devant toi en espérant que la collision avec le débris se fera en douceur. Et 3, 2, 1, atterrissage réussi. Je plaisante, mais oui, tu as réussi à t'arrimer au débris. Hourra! Et maintenant, te dis-tu? Je suppose que tu aurais dû revoir ton plan un peu plus en profondeur, hein? Tu n'as pas la possibilité de guider le débris. Et tu ne peux plus non plus contacter le centre de contrôle de la mission pour leur dire que l'objet, et toi-même, êtes en route vers quelque part. N'aie pas peur. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour commencer à avoir peur. Quelles sont tes options? D'abord, photographie mentalement ta planète. De là-haut, elle ne déçoit jamais. Ensuite, demande-toi quels sont les différents scénarios possibles dans une telle situation. Ton poids normal ne peut pas suffire à t'extraire de l'orbite terrestre. Dans l'hypothétique scénario où cela se produirait, tu serais probablement aspiré par l'orbite de Vénus et tu passerais un mauvais moment. Il y a fait extrêmement chaud. Même si dans la mythologie, Vénus représente l'amour, il n'y a rien d'agréable dans le voisinage de cette planète, et tu le sais. Si tu t'approchais trop, ta combinaison spatiale ne supporterait pas la chaleur. Elle ne peut résister qu'à une température maximale de 120 degrés Celsius, et l'atmosphère de Vénus peut atteindre les 370 degrés. Mais honnêtement, le pire scénario est beaucoup plus simple que cela. Ta combinaison spatiale pourrait décider de noyer tes oreilles, ton nez et ta bouche dans de l'eau. Oui, cela s'est déjà produit lors de sorties dans l'espace. Tu vois, pour que ta combinaison spatiale reste fraîche, elle compte sur les 3,8 litres d'eau de son système de refroidissement. Ce système, qui est censé éjecter de l'air recyclé par l'arrière de ton casque, peut se mettre à fuir. Et comme tu es coincé au milieu de nulle part, tu n'as aucun endroit, toi, vers où fuir. Mais attends, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Une navette spatiale modulaire. Tu essayes de crier, mais personne ne t'entend hors de ton casque. Tu fais des signes avec tes bras. Tiens, elle se dirige droit sur toi. Enfin, dit Sarah, j'ai mis pas mal de temps à te retrouver. Apparemment, Ellie s'est revenue à la station juste à temps pour t'attraper avant que tu ne partes vagabonder dans l'espace infini. Je suppose que je vais perdre quelques points d'astronaute à cause de cette petite mésaventure, hein, dis-tu? Oui, ça c'est sûr.